L'acte d'accusation, selon les avocats donc de Binyamin Netanyahou, n'était pas suffisamment détaillé. Et à partir du moment où on a l'acte corrigé, on a dans les détails toutes les interventions de Binyamin Netanyahou, de sa famille, en voulant influencer donc le site internet de Vala. Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, Boker Tov à nos auditeurs. Merci d'être avec nous. Alors, on a pris rendez-vous hier soir, avant même que ne soient déclenchées ces émeutes qui s'est passé, ces émeutes tragiques qui se sont déroulées aux États-Unis. Et naturellement, en tant que juriste, on va dire, je souhaiterais avoir votre réaction. Est-ce que, et ma première question sera claire, est-ce que vous pensez qu'un tel scénario aussi dramatique, aussi catastrophique, de chaos peut exister, peut se produire également dans une certaine constellation en Israël? Écoutez Daniel, il faut d'abord savoir que la vie politique américaine, et quand je dis la vie politique, c'est au sens large, c'est-à-dire l'influence des politiciens. J'allais dire même le discours journalistique israélien est extrêmement influencé par ce qui se passe aux États-Unis. Oui. Si vous voulez un peu, les États-Unis, c'est une sorte de grand frère pour la démocratie israélienne, qui est une démocratie qui est beaucoup plus récente, auquel les institutions sont beaucoup moins figées. Elles n'ont pas des places, certaines institutions n'ont pas leur place réellement fixée par la Constitution qui n'existe pas. Donc, pour vous répondre brièvement à votre question, je crois qu'un scénario comme ça est tout à fait peut-être envisageable, malheureusement, ici aussi en Israël, où, alors qu'aux États-Unis, il y a évidemment une démocratie qui date qui est plusieurs fois centenaire, où chaque chose, j'allais dire chaque jour, est codifié. En Israël, c'est très flou. La place de l'exécutif et la place du judiciaire n'est pas encore stabilisée. Et je dois dire que le dialogue politique qu'on a vu aux États-Unis est relativement proche du dialogue politique qui existe aujourd'hui en Israël. Donc moi, pour moi, la réponse est oui. Malheureusement, il pourrait avoir des événements similaires en Israël. Alors, une fois que nous avons dit ça, justement, cela nous ramène à un événement ici qui nous est propre, on va dire. Il s'agit du procès de Binyamin Netanyahou. On en parle beaucoup ces derniers jours, ces dernières semaines. Le procès devait s'ouvrir, il va s'ouvrir la semaine prochaine, mais les avocats de Binyamin Netanyahou comptaient sur la rectification de l'acte d'accusation par le parquet dans le dossier 4000 pour reporter cette ouverture du procès. Cela ne sera pas le cas. Comment vous interprétez cette décision des juges du tribunal de district de Jérusalem? Écoutez, c'est toujours là. Là, je vais vous faire un peu rentrer dans le monde judiciaire et le monde des procès. Lorsqu'on représente en tant qu'avocat quelqu'un donc, qui est accusé, on n'a qu'une chose à faire dans un premier temps, c'est d'essayer de repousser, de friser les situations, de les bloquer, de les geler et de repousser tant qu'on peut. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, des fois, il y a des opportunités qui arrivent. Donc, si vous voulez, je crois que ce qui a été fait de la part des avocats de Binyamin Netanyahou, et ma foi, j'allais dire, c'est de bonne guerre, c'est qu'à partir du moment où l'acte d'accusation a été corrigé, alors ils utilisent en fait un peu ça pour demander un report encore d'un mois supplémentaire pour pouvoir répondre à ces actes d'accusation. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait de bonne guerre, c'est une gestion tout à fait tactique du dossier, et je crois qu'il ne faut pas en voir plus que ça. Et d'ailleurs, on le voit bien, la Cour n'a pas été, j'allais dire, n'a pas acheté la demande des avocats de Binyamin Netanyahou, parce que la Cour, au contraire, elle a un intérêt, c'est d'essayer de donner un tempi, j'allais dire un tempi qui a un tempi rapide à ce dossier. Quand je dis rapide, hein, on parle de temps judiciaire, hein, on ne parle pas de temps médiatique. Oui. Mais si vous voulez, donc d'essayer de ne pas acheter toutes les demandes de report qui vont être faites par la défense. Si vous étiez vous-même avocat de Binyamin Netanyahou, vous auriez utilisé cette tactique ou au contraire, vous auriez aspiré à faire dérouler ce procès le plus rapidement possible? Non, 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 j'aurais absolument adopté cette tactique, c'est-à-dire dans le sens où, bien souvent, il faut savoir donner du temps au temps. C'est un principe, la défense n'est jamais pressée, jamais. Moi, j'aurais adopté absolument cette même tactique, et je ne crois pas, je crois qu'on a fait mauvaise presse à Binyamin Netanyahou en voulant l'accuser de vouloir
repousser son procès pour déposer une demande en immunité. Bon, la demande en immunité, il l'avait déposée, d'ailleurs, ce ne serait pas dans les mêmes instances. Voilà. Il l'avait déposée à la Knesset il y a 2 ans, il l'avait retirée, mais ça n'a, à mon avis, absolument aucun rapport. Les avocats du Premier ministre ont eu raison d'interpréter la décision du tribunal comme quelque chose de favorable à leur égard, cette décision de réaménager l'acte d'accusation dans le dossier 4000. C'était effectivement comme ça ou c'est une mauvaise compréhension? Moi, je ne suis pas sûr qu'au total, je ne suis pas sûr qu'au total, Benyamin Netanyahou en sort grand vainqueur. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'acte d'accusation, selon les avocats donc, de Benyamin Netanyahou, n'était pas suffisamment détaillé. Et à partir du moment où on a l'acte corrigé, on a dans les détails toutes les interventions de Benyamin Netanyahou, de sa famille, en voulant influencer donc le site internet de Vala. Et ça donne, si vous voulez, au grand public quelque chose de beaucoup plus j'allais dire détaillé, de savoir, on parle de 150 tentatives d'intervention et d'influence, ce qui est énorme. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, le public peut apprécier de manière avec une résolution beaucoup plus fine, quels ont été les faits qui sont reprochés à Benyamin Netanyahou. Alors, vous dites que c'est énorme, mais je vais répondre comme l'a fait l'avocat de Benyamin Netanyahou, Amit Haddad, qui a dit que 150 cas d'intervention, on va dire, du Premier ministre auprès d'un média en 4 ans, puisque c'est en 4 ans, ça fait environ 3 par mois, alors que Benyamin Netanyahou a reçu une couverture médiatique de plusieurs dizaines de milliers, enfin au moins 10 000 articles. Et lorsque l'on entend, je dois avouer que lorsqu'un profane entend l'intervention, les cas d'intervention de Benyamin Netanyahou, par exemple dans un article sur la robe de Sarah Netanyahou au moment de la cérémonie d'investiture du Premier ministre, ou sur d'autres sujets qui peuvent paraître totalement anodins, on a le sentiment que c'est pas trop sérieux tout cela. Écoutez, on ne va pas réouvrir le dossier de Benyamin Netanyahou, qui, je le répète à tous nos auditeurs, il y a une présomption d'innocence. Donc évidemment, vous savez, un procès, c'est comme un puzzle. On n'en connaît qu'une petite partie. Mais le vrai problème, il n'est pas dans les 150 interventions. En fait, ces 150 interventions pourraient être considérées comme la contrepartie qui a été rendue par le site Vala à la faveur qu'a donné Benyamin Netanyahou dans la fusion des 2 groupes de presse. Donc, si vous voulez, j'allais dire qu'à la base, déjà, le terrain était extrêmement fertile pour qu'il y ait corruption. Pourquoi ? Parce qu'il y avait donc, je le rappelle, 2 groupes de presse importants. Enfin, un groupe de presse qui était Vala, l'autre, une chaîne qui s'appelait Yes. Il était, selon beaucoup de professionnels, il n'était pas de bon augure de les fusionner. Pourquoi ? Pour des problèmes de cartélisation du marché. Et puis également, ça avait occasionné pour un des 2 groupes un gain fiscal de près d'1 milliard de shekels. Il s'est trouvé que Benyamin Netanyahou est intervenu, apparemment, je vous dis, il y a une présomption d'innocence, il est intervenu personnellement contre tous les professionnels, à licencier son ministre, à licencier le directeur de cabinet du ministère de la Communication, pour pouvoir faire cette fusion. Dans ce contexte-là, ne serait-ce, je ne dis pas 150 demandes, même une demande peut être considérée comme la contrepartie de cette faveur qui avait été faite à ce groupe de presse. Donc, si vous voulez, il faut remettre les choses dans son contexte. C'est vrai qu'un politique, tout politique ne demande qu'une chose, c'est d'avoir une couverture médiatique favorable. Et il y a Philippe, il faut préciser qu'il y a aussi, par exemple, des porte-paroles. C'est ce qu'a dit aussi Amit Haddad. Il y a une relation entre porte-parole et journaliste qui existe couramment au jour le jour. Donc, pourquoi ne pas la rentrer là-dedans ? Pourquoi absolument la maintenir dans le contexte de cette démarche, par ailleurs, justement, d'empêcher une cartélisation ? Oui, alors évidemment, ce sera tout le dossier. On n'a pas dit que ce sera un dossier facile, mais pour vous expliquer
expliqué que, évidemment, quand on est Premier ministre et ministre de la Communication et qu'on nomme nous-mêmes, on licencie un chef de cabinet et on nomme un chef de cabinet qui apparemment témoigne contre lui maintenant, parce que évidemment tout le dossier il est articulé par l'intérieur, alors évidemment, on n'est pas comme n'importe quel politicien. Et je vais vous dire, moi je ne veux pas évidemment prononcer le sort de notre Premier ministre, puisque je vous répète, il a une présomption d'innocence. Donc là-dessus, j'ai l'impression quand même que le parquet a quand même un dossier relativement bouclé, parce qu'il n'aurait jamais osé déposer un procès aussi médiatique contre des personnes aussi importantes s'ils n'étaient pas sûrs, parce qu'on connaît qu'une partie évidemment de ce dossier-là. Et puis évidemment, ce dossier il est tronqué parce qu'il y a des effets de spin qui sont faits par les avocats de Binyamin Netanyahou, parce qu'il y a aussi une guerre médiatique par rapport à la guerre, en parallèle de la guerre juridique. Donc moi je dis, il ne faut pas racheter forcément tout ce qui nous est vendu, entre guillemets, par les avocats de la défense, ni même par ceux de l'accusation d'ailleurs. Le tribunal sereinement tranchera son dossier, mais mon impression quand même, c'est que c'est un dossier qui est relativement bien articulé. Et vous pensez, c'est ma dernière question, vous pensez que Binyamin Netanyahou, à partir de la semaine prochaine, bénéficiera d'un procès juste, équitable? Écoutez, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Alors évidemment, on est dans des circonstances qui sont des circonstances extrêmement difficiles, dans le sens où tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, tout ce qui n'est pas fait, c'est médiatisé. D'un autre côté, on parle de juges qui sont des juges professionnels, qui sont aguerris à ces exercices de style. Et puis surtout, il y a une donnée qu'il faut prendre en compte, c'est la durée. C'est-à-dire que c'est un procès comme ça va durer, on parle d'une audition de plusieurs centaines de témoins, c'est un procès qui va durer donc pendant des années, je vous parle de 2 ans, voire même 3 ans. Donc si vous voulez, au total, les juges vont prendre l'habitude en fait de cette médiatisation, et lorsqu'ils arriveront à trancher, donc dans 2 ans et demi ou 3 ans, je suis persuadé, qu'ils trancheront selon les preuves qui leur ont été fournies et selon leur conscience, et non pas selon les spins de la presse, de telle et telle presse. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de réagir à la fois aux événements dramatiques de la nuit dernière aux États-Unis et donc à ces démarches juridiques à l'approche de la réouverture du procès de Binyamin Netanyahou. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous.